Alors moi je vais vous parler d'une méthode que je pratique depuis une vingtaine d'années, qui est la communication avec les défunts. Donc c'est assez proche, je dirais, de ce que Jean-Jacques fait. Il y a quand même des différences, on a un protocole de contact un petit peu différent, et je dirais que ce qui nous différencie surtout, c'est le contexte dans lequel nous pratiquons. Donc moi c'est en individuel et c'est dans un cadre thérapeutique. Donc si quelqu'un vient chez moi en disant j'ai envie de prendre le thé avec ma grand-mère, ça fait longtemps que je ne l'ai plus vue, elle est morte il y a 20 ans, je refuse. Soit j'envoie, en général j'envoie aux ateliers TCH. Si quelqu'un a vécu un deuil, qu'il va mal par rapport à ce deuil, mais qui me dit je veux faire une séance unique de communication avec les défunts parce que je suis persuadée que ça va me faire du bien, je refuse aussi. Je n'ai rien contre. Mais moi, c'est pas mon job. Mon job, je suis thérapeute. Il y a pour moi des séances avant cette séance-là. Il peut y avoir des séances après cette séance-là. Donc pour moi, ça fait partie d'un processus. Alors, je vais pas trop m'étendre sur ce que c'est l'hypnose. Je pense qu'il y a quand même un certain nombre d'entre vous qui est au fait de ce que c'est. Il y a quand même pas mal ici de nos stagiaires. Donc, juste dire que c'est un état tout à fait naturel, physiologique, normal, qui se caractérise principalement par un état de focalisation, soit sur des images internes, donc par exemple un bon souvenir, on se plonge dans un bon souvenir, soit sur des sensations physiques, par exemple la lourdeur progressive du corps, soit sur la respiration. Et cette focalisation, en fait, va avoir un effet téléobjectif. Donc, ça c'est un petit peu ma déformation photographe. Le téléobjectif, il va pointer et grossir quelque chose qui est dans le centre d'intérêt. Par contre, tout ce qui est autour va être, je dirais, un petit peu perdu. Et donc, les personnes qui sont en hypnose, tout ce qui se situe en périphérie de leur centre d'attention perd vraiment de son importance. Et voilà, elles ne s'y intéressent pas. C'est comme si elles étaient complètement indifférentes à ces aspects-là. Et par contre, tout ce sur quoi elle se concentre va prendre beaucoup plus d'importance. Bien sûr, on n'invente rien en hypnose, c'est un état physiologique normal, comme je me le disais. Et donc, nous, hypnothérapeutes, on va parler de transe commune. C'est ces états un petit peu particuliers qu'on a quand on est, par exemple, sur l'ordinateur, qu'on oublie complètement le temps, que le temps passe et on oublie complètement la notion du temps. Par exemple, je l'ai encore vécu récemment, j'écrivais un article et c'est à 3h30 de l'après-midi que je me suis rendu compte que je n'avais pas déjeuné à l'heure de midi. Donc tellement j'étais absorbée. On a tous aussi un rythme ultradien, donc un rythme qui est sur 24 heures, et on se rend compte que toutes les 90 à 100 minutes, on passe par des états où on est un petit peu dans la lune, et c'est des choses qui commencent très tôt. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on connaît depuis toujours. Et donc, en fait, l'hypnose n'est que l'amplification de ce type de phénomène. Je pourrais comparer ça à ce qui se passe quand on va au cinéma voir un film d'Hitchcock. On n'est pas endormi. En hypnose, on n'est pas endormi. Si vous allez voir un film d'Hitchcock, vous savez que vous êtes au cinéma. Vous n'êtes peut-être même pas détendu, parce qu'un film d'Hitchcock, c'est un film à suspense. Et au contraire, on peut être tendu. On peut donc être détendu en hypnose, mais on peut être aussi tendu, donc ça n'a rien à voir avec la relaxation. On peut entendre ou ne pas entendre le voisin qui mange ses pop-corn. Soit on l'entend, mais on n'y prête pas attention, ça n'a pas d'importance. Soit on est tellement absorbé dans le film qu'on oublie complètement la notion même de cette réalité qui nous entoure, même si on sait qu'elle est là. Et on va parfois hurler plus fort que la victime quand l'agresseur arrive avec son couteau dans la salle de bain, tellement on est dedans. Jean-Jacques l'a dit, on ne perd pas le contrôle en hypnose. Je ne démarre pas, lui. On a parlé effectivement des personnes qui font des spectacles avec l'hypnose. Moi, personnellement, je n'ai rien contre. Je pense qu'on fait juste des métiers différents. J'aime beaucoup, moi, aller voir un spectacle de Mesmer. Ça m'amuse beaucoup. Mais c'est vrai qu'on fait des choses différentes et qu'il y a souvent une confusion. Alors, c'est sûr qu'il a un pouvoir, l'hypnotiseur de spectacle, mais son pouvoir, ce n'est pas celui de vous dominer. Son vrai pouvoir, c'est un pouvoir de manipulation. Bon.
la petite vidéo ne démarre pas. C'était Tintin. Hein, je rends, quand je peux, un hommage à Tintin. Je suis quand même belge, hein, mais voilà, je ne peux pas. Donc, bien sûr, l'hypnose, ce n'est pas nécessairement miraculeux. Hein. Si ça l'était, je peux vous dire que je ne paierai pas une femme de ménage et que je ne paierai pas mes impôts. Alors, j'ai repris, donc maintenant je vais passer, je dirais, à ce qui me semble le plus important dans cette communication-ci, c'est ce contact avec les défunts, et j'ai repris des termes que j'ai beaucoup aimés du livre de Vinciane Després, au plaisir des morts, j'allais dire, quel lapsus, au bonheur des morts, c'est presque pareil hein, finalement. Et donc elle dit qu'on ressuscite, donc on va rechercher les morts pour ressusciter les endeuillés. Donc c'est-à-dire finalement, ceux qu'on doit réveiller et rendre à nouveau vivants, c'est parfois moins les morts eux-mêmes que les personnes endeuillées. Et ce qu'elle dit aussi, et je suis complètement d'accord avec ça, c'est qu'à ce moment-là, on considère que les défunts sont vraiment des alliés thérapeutiques. C'est presque des cothérapeutes ou des copatients. Un peu, ça dépend comment on le voit. C'est-à-dire, on peut presque dire qu'on fait des thérapies systémiques. Ça a d'ailleurs le cas avec une de mes patients dont vous verrez des petits extraits, dont la fille à 20 ans s'est suicidée. Je n'ai pas très envie de vous donner tout le protocole que j'utilise, simplement parce que je n'ai pas envie que vous jouiez aux apprentis sorciers. Je pense que c'est quand même des matières délicates. On a charge d'âme comme thérapeute, et le mot est encore plus justifié dans les thérapies avec les endeuillés. On est vraiment dans la dentelle de la thérapie, hein, parce qu'on est quand même avec des grosses souffrances. Donc je vais juste le dire de façon très basique, et dans ce que je vais vous dire, il manque des éléments très importants. Ce que moi je fais d'abord, c'est un ancrage dans le sol. Alors, si on prend le protocole de Jean-Jacques, par exemple, lui, il part dans l'au-delà, donc c'est-à-dire qu'on a une métaphore où les esprits, les âmes seraient dans l'au-delà. Moi, j'ai une métaphore un peu différente, qui est que c'est un petit peu comme des espèces de mondes parallèles. Donc moi, on va faire monter l'énergie de la Terre par les racines, et puis on va la laisser sortir par la couronne, et ça va créer une sorte de cocon lumineux. Donc on va retrouver effectivement la forte lumière. Et de là, on va passer dans un autre espace que moi j'appelle l'espace sacré des attachements. Donc c'est pas moi qui le détermine, hein. Je signale juste aux patients que c'est ça qui va se passer, et c'est à eux à me dire quand ils savent qu'ils y sont. Une fois que la personne est dans cet espace des attachements, on invite le défunt à venir dans cet espace. Donc l'endeuillé se met face au défunt. Et mon idée, c'est que nous sommes reliés aux personnes que nous aimons. C'est donc des termes qu'on utilise tout le temps, être attaché à quelqu'un, être uni. On est réunis, on parle des liens d'attachement. Donc on a cette métaphore qui est qu'on est reliés. Alors vous avez tous ici certainement des proches qui ne sont pas dans la salle, et certainement certains d'entre vous ont des proches qui sont même très éloignés, peut-être aux États-Unis, peut-être en Afrique. Vous êtes attachés à eux, vous êtes reliés à eux, et ça ne vous fait pas souffrir qu'ils soient par exemple en vacances ou en mission ou en détachement à l'étranger. C'est comme si ces liens qui nous relient aux personnes que nous aimons étaient des espèces de flux lumineux qui peuvent s'étirer à l'infini. Alors ce que moi j'ai comme représentation, c'est quand une personne endeuillée vient chez moi, ce qui lui l'a fait souffrir, c'est finalement ce lien avec son défunt. Alors quand je dis le lien, ce n'est pas le lien en tant que tel, mais c'est le lien, j'ai envie de dire, rigidifié par la souffrance. Donc chez moi, contrairement à de nombreux thérapeutes, quand on vient en thérapie, ce n'est pas pour dire adieu à son défunt. Ce n'est pas pour lui dire au revoir, ce serait plutôt l'inverse, c'est plutôt pour lui dire bonjour. Donc c'est plutôt des retrouvailles. Ça a d'ailleurs été dit, je pense, par Vinciane, ce qui fait souffrir les personnes souvent, c'est justement de ne plus être en lien. Les personnes qui parviennent intérieurement à ressentir ce lien avec leur défunt ont parfois moins de difficultés à faire leur deuil. Je n'ai pas dit que c'était chose facile, mais je veux dire, cette perte de contact est souvent
très difficile. Et en fait, c'est une perte et à la fois, c'est du surlien. Ma métaphore à moi, c'est comme si vous et moi, on était reliés par un gros tube en plastique rigide. Si je m'éloigne, ça m'arrache le ventre. Donc ça me fait très mal. Donc les personnes ne veulent pas ne plus penser à leur défunt. Mais si je me rapproche trop, si j'y pense trop, c'est comme si ça me rentrait dans le ventre et ça me fait aussi très mal. Donc l'idée n'est pas du tout de couper ce lien, mais de le rendre fluide, lumineux, comme s'il était de lumière ou d'un flux, quoi. Et pour moi, c'est ce qui rigidifie ce lien, c'est la souffrance. Alors, les gens, justement, tiennent très souvent à leur souffrance dans un premier temps quand ils arrivent en thérapie. À la fois, ils en souffrent et ils voudraient bien s'en débarrasser. Et en même temps, c'est souvent, pense-t-il, la manière, un moyen de rester en contact avec le défunt. Ils ont souvent la crainte aussi d'être déloyaux. Donc, ils ont la crainte de ne plus être en contact, d'oublier le défunt si jamais ils n'ont plus cette souffrance, mais aussi d'être déloyaux, qu'ils ne peuvent pas, eux, être bien, se sentir bien, si... j'ai perdu le fil. Oui, que s'il y a plus cette souffrance et cette tristesse. Et moi, à mon sens, on est beaucoup mieux en contact quand on est en contact avec l'amour et que ce lien soit justement débarrassé de cette souffrance. Donc, c'est sans doute aussi une différence avec Jean-Jacques, c'est que, je vous dis, moi, je suis dans un travail thérapeutique avec des personnes endeuillées qui souffrent de leur deuil. Donc, l'idée pour moi, ça va pas seulement être de rencontrer le défunt, mais ça va aussi être de travailler sur ce lien qui nous relie au défunt et qui le relie à nous. C'est-à-dire que je vais être beaucoup dans ce que Vinciane a dit, c'est-à-dire pour moi, je lui donne toute sa réalité au défunt. Et elle a évoqué des contes, je t'enverrai d'ailleurs le conte avec les larmes de souffrance, puisque c'est un conte qui existe, c'est un conte français, peut-être certains d'entre vous le connaissent, c'est celui qui a écrit La petite fille aux allumettes. Je pense que c'est un conte d'Andersen. Enfin, je ne suis plus très sûre, mais je t'enverrai, je l'ai. Donc, effectivement, l'idée quand même qui traverse plusieurs cultures et plusieurs époques, c'est que d'avoir trop de souffrance empêche aussi le défunt de faire son chemin. Et donc, l'idée dans cette thérapie, c'est que défunts et endeuillés restent en contact, mais que chacun puisse faire le chemin qui est le sien. C'est-à-dire puisse poursuivre sa vie tout en restant en contact avec l'autre, mais que ce contact ne soit plus source de souffrance et donc aussi quelque part d'aliénation pour les personnes. Donc, bien sûr, là, c'est une représentation par rapport au chakra, ça n'est pas du tout comme ça nécessairement que ça se représente. Pour certaines personnes, ça peut être un lien qui part du ventre au cœur ou qui passe à travers la gorge. Bon, ça peut être des tuyaux, ça peut être vraiment beaucoup de choses différentes. Donc, je demande simplement à ce qui est habituellement invisible, qui sont ces liens qui nous relient à l'autre et qui le relient à nous, que ces liens deviennent visibles. Et nous allons donc travailler en envoyant de la lumière dans ces liens. Et donc vous avez les bisounours qui sont là pour nous aider à envoyer cette lumière ici aujourd'hui. Voilà, je pense que vous en savez assez pour comprendre en tout cas l'idée de ce travail. Les rencontres avec les défunts sont souvent brèves. Ça dure en général que quelques minutes. Avec les enfants, c'est souvent un peu plus long. Donc on peut aller jusqu'à une douzaine de minutes de rencontres avec les enfants. Avec les adultes ou les personnes âgées, c'est souvent beaucoup plus court. Je pense aussi qu'il n'y a pas lieu de dire adieu ou au revoir parce que ça se fait de façon complètement naturelle. À aucun moment, moi, dans mes thérapies, il faut dire au revoir à l'endeuillé, au défunt. Juste à un moment, le défunt s'en va. Et les personnes vous disent, il part, il n'est plus là. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne se manifeste plus dans sa présence, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il n'est plus là. Mais je veux dire, par rapport à la séance de rencontre et au travail qu'on fait, quand le travail est fini,
les défunts s'en vont tout seuls. Alors moi, j'ai pris le terme de SIAD, hein, communication induite, puisque c'est moi qui induis, avec les défunts. Peut-être certaines personnes d'entre vous sont formées en EMDR et vous connaissez peut-être la SIAM, hein, communication induite avec les morts, qui est une technique qui a été mise au point par Botkin. Je pense que Botkin et moi, on a à peu près le même parcours et plus ou moins en même temps, puisque moi aussi, je suis praticienne EMDR depuis plus de 20 ans, et donc l'hypnose encore un peu plus longtemps. Et donc, c'est arrivé spontanément en séance. Moi, au départ, je n'étais pas du tout prête à recevoir les défunts en consultation, mais ils se sont invités sans trop que je les invite. Et donc, Botkin a eu la même expérience. Donc, on n'était pas des personnes qui étions particulièrement ouvertes à ce genre de choses. Mais comme aujourd'hui, avant, j'avais repris le terme SIAM en me disant... pourquoi inventer 100 000 termes, un terme suffit. Mais maintenant, j'ai plein de gens qui m'écrivent en disant vous utilisez le terme SIAM, mais c'est Botkin, et c'est le EMDR, et les gens ne sont pas nécessairement formés en EMDR, etc. Donc, voilà. J'ai fait le mort en défunt, et donc c'est devenu D. Ce qui est important pour moi, pour pouvoir faire cette séance, c'est d'avoir un bon état hypnotique. Donc, si une personne vient en thérapie, et qu'on commence une thérapie du deuil, et que après quelques séances d'hypnose, je vois que la qualité de l'hypnose n'est pas suffisante, je ne vais pas me lancer dans ce type de séance. Je ne vais pas me lancer parce que d'abord, je cours à l'échec et que je n'ai pas envie de faire porter ça au patient. Le patient a souvent beaucoup d'attentes par rapport à ce type de séance et donc une personne qui n'aurait pas un bon état hypnotique, ça risque de moins bien se passer et donc elle risque d'avoir cette souffrance. En plus, c'est un petit peu la double peine. Je pense que ce n'est pas utile. Alors, si on reprend l'idée de ce que Jean-Jacques dit, c'est que cette conscience... je dirais, qui est plus de l'ordre du cerveau, du conscient, de la volonté, reste plus présente et donc c'est un obstacle à une conscience qui serait plus intuitive. Donc voilà, comprenez bien que si la conscience intuitive n'est pas présente, il n'y a pas beaucoup de chances que le contact se produise. Alors je me fiche éperdument des croyances des personnes. Donc moi, ma métaphore, c'est je suis assise, j'ai un mur derrière moi. Si les personnes ne croient pas du tout à une vie après la mort ou à ces trucs chalala, je leur dis, voyez le mur derrière moi. Oui, eux, ils le voient, ils sont en face de moi. Donc, je leur dis, vous le voyez, même si moi, je ne crois pas que ce mur existe, est-ce qu'il existe? Oui. Et si je me retourne, est-ce que je vais voir le mur? Eh bien, oui. Donc voilà, moi, je n'ai pas besoin de plus que ça. Je dis aux gens, vous allez juste faire une expérience. Et donc vraiment, je n'ai jamais eu d'obstacle par rapport aux croyances. La plupart des gens, d'ailleurs, qui viennent me voir, ne croient pas nécessairement en quelque chose, ou en tout cas, c'est très imprécis, parce qu'en fait, ils ne viennent pas pour avoir une communication avec les défunts, puisqu'en général, les gens ne le savent pas. Ils viennent parce que, ils veulent faire une thérapie pour leur deuil, parce qu'ils sont en souffrance, mais ils ne savent pas nécessairement que j'utilise cette méthode. Par contre, ce qui est important, évidemment, c'est d'avoir une attitude ouverte. En fait, c'est d'être d'accord de faire cette séance. C'est tout, ni plus ni moins. Jean-Jacques l'a dit d'une autre façon, mais ça revient à ce que je vais vous dire, c'est qu'évidemment, avoir trop d'attentes ou des attentes trop précises va bloquer le processus. À nouveau, parce que on va être dans ce que Jean-Jacques appelle la CAQ. On ne va pas être dans la conscience intuitive, on va être dans la volonté. Donc, c'est contraire à des phénomènes qui doivent se produire spontanément. Effectivement, Jean-Jacques l'a dit aussi, les émotions trop intenses peuvent bloquer. Donc moi, en général, en thérapie, quand les émotions sont trop intenses, donc ça peut être des émotions évidemment de tristesse, de chagrin, mais parfois aussi de colère, notamment dans le cas de suicide où l'endeuillé peut être très en colère, ou très en colère aussi parce que parfois ce sont des pères incestueux par exemple, ou des personnes qui ont commis des choses qui ont été difficiles pour l'endeuillé. Ou parfois aussi des sentiments de culpabilité, que l'endeuillé se culpabilise énormément par rapport à des choses qu'il a faites ou pas faites par rapport au défunt. En général, j'essaye de travailler ces émotions pour les diminuer avant de faire la communication avec les défunts. Alors je dis en général parce que parfois c'est justement d'aller voir le défunt qui va faire disparaître ces émotions. Donc on s'adapte à la situation et à ce qu'on sent et à ce qu'on ressent dans la thérapie.
Les intrusions traumatiques aussi peuvent faire obstacle. Alors, les intrusions traumatiques, je vais juste vous donner un exemple réel d'un de mes patients. Sa femme est en train de prendre quelque chose dans le coffre. Lui est dans la voiture, regarde dans le rétroviseur pour voir si sa femme a fini de prendre ce qu'elle a à prendre dans le coffre. Et à ce moment-là, il y a un chauffard qui écrase sa femme contre le coffre de la voiture. La femme décède donc dans des conditions qui sont traumatiques. Ce n'est pas une longue maladie auquel on a pu se préparer. C'est en plus un chauffard qui avait bu. Donc, tout un contexte extrêmement douloureux. Alors, quand on est endeuillé, on a envie de penser à la personne qui est partie. La plupart du temps. Je ne dis pas que tout le monde réagit de la même manière, mais souvent on a envie d'être en contact de pensée. Alors que dans le traumatisme, on veut repousser ces images qui sont vraiment horribles de quelqu'un qui se fait écraser sur le coffre. Donc c'est déjà antinomique, puisque dans le trauma, on veut repousser et dans le deuil, on veut faire venir. Donc là aussi, en général, il vaut mieux travailler sur le trauma avant de travailler sur le deuil. Les messages des endeuillés, aux endeuillés des défunts dans ce type de séance, et donc je vais vous montrer des mini-interviews de mes patients qui expriment cela. Les défunts viennent souvent dire « je t'aime », ils viennent exprimer leur amour à l'endeuillé. Ils viennent également souvent rassurer l'endeuillé sur leur situation. Alors ça, c'est d'autant plus important que les défunts sont morts dans des conditions pénibles, dans des conditions traumatiques notamment, ou de maladies, mais où les gens ont souffert, ont eu beaucoup de douleurs physiques. C'est-à-dire que les personnes gardent du défunt une image qui leur fait mal quand ils y pensent, qu'ils voient une personne décharnée, par exemple, ayant très mal, avec des rictus de douleur, ou une personne, pour prendre un autre exemple, d'un de mes patients dont le fils s'est suicidé en se tirant une balle dans la tête, donc ce sont des images qui sont très très dures, eh bien de voir l'endeuillé, le défunt, dans ces séances, qui va bien, qui est souriant, qui est en bonne santé, c'est une image renouvelée qui aide énormément dans le processus de deuil. Donc, le fait de dire « je vais bien » peut être extrêmement apaisant pour les endeuillés. Ils viennent aussi souvent assurer de leur présence. Ils sont là, ils sont avec nous, ils sont là pour nous aider. Ils nous accompagnent. Et comme le dira une de mes patientes, c'est d'autant plus important qu'on vit une période difficile. Parce qu'elle dit, bon, moi je sais qu'elle est là, mais là, de le savoir dans une période dramatique de ma vie, c'est d'autant plus important. Cela a été dit, encourager l'endeuillé à renouer avec la vie. Quand les endeuillés sont dans des très grandes souffrances et qui viennent, ils ont parfois plus très envie de vivre, plus très envie d'investir la vie, et parfois même, ils ont envie de se suicider, notamment pour aller rejoindre la personne décédée. Et vous avez des défunts qui, de façon très ferme, viennent dire que ça n'est pas possible. Vous allez voir une maman, donc comme je l'ai évoqué déjà tout à l'heure, sa fille s'est suicidée quand elle avait 20 ans. Et donc, quand elle est arrivée chez moi, c'est une dame dont le risque de suicide est extrêmement important. Et sa fille lui a dit explicitement, si tu te suicides, tu ne viendras pas me rejoindre. Donc, c'est ça qui a permis, dans un premier temps, à cette dame de continuer à vivre, et vous allez l'entendre, elle va l'exprimer. Alors aussi, on a souvent des personnes qui sont très coupables de choses qu'elles ont fait pas faire par rapport au défunt, et le défunt, quelque part, vient dire, on s'en fout de tout ça, je sais que tu m'aimes, tout ça n'a pas d'importance. Et ça disparaît à la minute même. Donc, par exemple, j'ai une patiente qui a été responsable quelque part d'un accident où elle n'a rien eu et son frère est décédé. Quand le frère vient vous dire c'est pas de ta faute, c'était comme ça, quelque part, c'est mon choix aussi de partir à ce moment-là, c'est vrai que ça déculpabilise complètement. Ça a été dit un petit peu par Vinciane aussi. J'ai fait déjà ce type de séance avec des personnes qui ont décidé de faire un avortement.
et qui après se culpabilise de cet avortement, et notamment un papa qui ne s'autorisait pas à devenir papa à l'âge raisonnable de devenir papa. Sa femme et lui, ils avaient 16 ans quand elle est tombée enceinte la première fois, et donc ils avaient fait cet avortement. Et là, c'est un avortement, donc on ne sait pas quel est le sexe de l'enfant. C'est une petite fille qui est venue lui dire que c'était son choix de ne faire que ce bref passage sur Terre, et que il était son papa, et qu'il resterait toujours son papa, et qu'elle l'aimait. Et donc, du coup, ce n'est plus lui qui a décidé, avec son épouse, d'interrompre la grossesse, c'est le défunt lui-même qui dit « c'est mon choix ». Donc évidemment, vous comprenez bien que ça change complètement le rapport à la culpabilité. Voilà, ça je pense que c'est le message important, c'est pas ta faute, je sais que tu m'aimes, tout ça n'est pas très, très important. Demandez à quelqu'un à l'endeuillé de prendre soin d'une tierce personne. Vous allez l'entendre avec la dame dont la fille s'est suicidée, où la fille a demandé de façon extrêmement claire à sa mère de s'occuper de son frère, qu'il allait mal tourner, qu'il était en grande souffrance. Parfois aussi présenter des excuses. Donc j'ai eu un papa qui est venu, qui avait abusé sexuellement de sa fille. Alors ça a eu des effets incroyables sur elle parce qu'elle était très agressive d'une façon générale dans la vie. Donc elle était évidemment très en colère contre son père, contre les hommes en général, mais je dirais en fait contre toute l'humanité. Et après cette séance, ça a fondu. C'était plus là. Il n'avait plus cette colère. Donc son père est venu lui demander pardon. Vous verrez aussi une autre patiente où un défunt est venu demander pardon. Donc c'est une patiente qui n'avait pas du tout envie de faire cette séance. J'ai vraiment beaucoup insisté. Mais elle avait ces fameux rêves dont Vinciane parlait, qu'elle ne vivait pas comme des rêves, mais comme une poursuite de ce défunt. Et moi, j'étais persuadée que ce défunt voulait présenter des excuses pour la vie terrible et les grandes souffrances qu'il lui avait fait vivre à elle et à sa famille, ce qui était effectivement le cas. Alors, aussi informer d'événements, ça a été dit. Donc, moi, j'ai deux reprises des défunts qui sont venus annoncer à la personne qu'elle avait un cancer du sein et qu'il était urgent qu'elle le consulte. Et dans les deux cas, ça s'est révélé exact. Parfois aussi le sexe d'un fœtus, d'un futur enfant. Donc parfois, la femme n'est pas enceinte, mais où l'endeuillé vient, le défunt vient dire, voilà, tu vas tomber enceinte et ce sera tel sexe. Alors voilà, sur les messages. Et puis on a laissé, entre guillemets, parler ma grand-mère, et elle m'a envoyé des messages du type qu'elle serait toujours là, qu'elle était toujours là, que je devais pas avoir peur, que je devais avoir confiance, que je vais me faire confiance. Et en fait, le message que j'ai vraiment reçu, c'est qu'en fait, il m'aimait et qu'il voulait pas me faire souffrir. Et donc, dans cette séance-là, ça je me souviens que quand je suis revenue à l'état d'éveil après, c'est vraiment le souvenir que j'en ai, que son message c'était juste en fait pour s'excuser, oui. Dire que oui, qu'il m'aimait et qu'il n'avait jamais voulu me faire de mal. Elle m'a dit de bien s'occuper de son frère parce qu'il souffrait. On ne peut pas penser tu dois être bien. Quand on vit ça, on ne pense pas qu'on doit être bien. Tout ce qu'on pense c'est d'en s'en aller. À arrêter cette souffrance, à arrêter tout ça, que pouvoir mettre pause et ça suffit, faire un trait. Mais c'est pas donc les choses que vous aviez envie d'entendre, mais ce qu'elle vous disait, vous estimez que c'est pertinent, même si c'est pas les choses que vous avez envie d'entendre, comme par exemple quand elle vous dit de vous occuper de son frère ou d'autres choses. Est-ce que dans ce qu'elle dit, quand c'est pas ce que vous avez envie d'entendre, est-ce que vous avez l'impression que malgré tout, même si ça prend un petit temps pour l'accepter, mais qu'elle a raison? Oui, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'occupe de moi. En fait, moi, je m'occupe plus de moi et elle s'en charge. Et qui m'a dit, qui me disait de garder courage. Il me disait, courage maman, il ne faut pas pleurer, je serai toujours là avec vous, je vous aime. Il m'a aussi dit, vous aurez des petits frères et sœurs, on sera toujours ensemble.
Alors les formes de communication, elles peuvent être visuelles, donc souvent les défunts apparaissent sur une forme plus ou moins translucide, transparente, pas toujours, hein, mais en général c'est rarement comme s'ils étaient en face de vous. En tout cas, ça ne dure pas très longtemps, parfois quelques secondes, quelques minutes, la personne apparaît sous sa forme humaine et puis souvent ça pâlit, j'ai envie de dire, mais la personne est souvent aussi lumineuse, souvent souriante. Les malades sont en bonne santé, les personnes âgées sont parfois plus jeunes et par contre les enfants en bas âge sont souvent plus âgés. Et Sabotkin le dit aussi dans son expérience, les enfants ont souvent l'âge de 5 ans. La dame que vous venez de voir a perdu un enfant à la naissance et le petit garçon apparaît sous sa forme à peu près de 5 ans. Parfois c'est beaucoup plus... une forme beaucoup plus diffuse d'une espèce de lumière. Alors, il y a plusieurs lumières possibles. Souvent, c'est blanc, jaune ou bleuté, mais ça peut être aussi vert. Hein. J'ai aussi eu d'autres couleurs. La communication peut être aussi auditive, donc ça peut être soit visuel, soit auditif, ça peut être les deux. Hein. Donc, il n'y a rien qui est exclusif. Comme si on entendait la personne parler de l'extérieur, comme si on entendait la personne parler de sa voix, elle, à l'intérieur de soi, et ça peut être le plus souvent, c'est comme ça, c'est télépathique, comme s'il y avait une communication de pensée à pensée directe. Alors ça peut être aussi sensitif, c'est-à-dire ayant le sentiment de présence physique, parfois de présence énergétique. Moi, je parle d'empreinte énergétique. Donc, les empreintes, ça se ressent, mais en même temps, chaque empreinte est différente. Et donc, quand les personnes sont en présence des défunts, même s'il n'y a pas de forme physique, elles savent que c'est le grand-père ou la grand-mère. Hein, et par exemple, la première dame que vous allez voir là, que vous avez déjà vue tout à l'heure, elle a vu 2 formes lumineuses. Elle savait que que la forme énergétique était sa grand-mère et l'autre était son grand-père. Il n'y a pas de doute. Il y a une certitude, un sentiment de savoir. Et parfois, ça peut passer par le contact physique, la caresse, le baiser, prendre la main ou prendre dans les bras. C'était assez étrange parce que mentalement, ce que je visualisais, c'était deux formes de sources de lumière, Ouais. mais avec cette certitude que c'était eux. Il était visuel, il était au-dessus de moi, sur un rocher, comme une Sainte Vierge, et elle ne parlait pas, elle souriait. J'ai senti, je me rappellerai toute ma vie, une caresse sur ma joue, enfin des picotements un peu sur ma joue, comme s'il caressait ma joue, mais de façon très apaisée, gentiment. Il n'y a pas du tout de... Et j'ai pas eu peur à cette séance-là. Je n'étais pas angoissée, j'étais pas craintive. Mon enfant m'est apparu sous la forme d'un petit garçon, je dirais environ de 5 ans, qui avait les cheveux blonds, un peu ondulés comme ça. Mais il était lui-même donc sur fond bleu foncé. Il était lui-même comme un dessin qu'on aurait dessiné en blanc sur fond bleu foncé. Et il me regardait, il était très près de mon visage, et il me regardait dans les yeux, et il souriait. Et je me rappelle qu'il me prenait le visage dans ses mains. Donc là, vous voyez, on a à la fois auditif, visuel, sensitif. Donc. Alors, les effets thérapeutiques, c'est on peut avoir un apaisement par rapport au défunt. Comme je vous dis, c'est d'autant plus important que le défunt est décédé dans des conditions compliquées. Donc voilà, le souvenir douloureux est quand même remplacé par une image plus lumineuse. Apaisement aussi par rapport au fait que le défunt il reste là, donc il n'y a pas d'absence complète, même si c'est une autre présence. Parfois, une disparition complète du chagrin, de la culpabilité, de la colère, c'est moins fréquemment le cas, évidemment, dans des deuils plus récents. Donc voilà, tous les sentiments, que ce soit de chagrin, de culpabilité ou de colère, peuvent s'atténuer. Atténuation ou disparition des intrusions traumatiques, accélération du processus de deuil, on peut vraiment avoir des guérisons émotionnelles en quelques secondes. Et réorientation vers le présent et le futur, c'est-à-dire que les personnes renouent avec la vie. Et ce qui a été assez incroyable, c'est quelque part, d'une minute à l'autre, ça a arrêté de me faire mal. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, ça ne fait toujours plus mal, ou ça nous a permis de rebondir aussi et d'avancer dans la vie. Voilà, étant très cartésienne, j'ai laissé un peu mon côté cartésien de côté, et c'est pas plus mal.
Et après ça, oui, du jour au lendemain, c'est devenu beaucoup plus doux. C'est devenu un souvenir agréable quelque part, et pas juste un sentiment de manque. Depuis, il y a énormément de choses qui ont changé. Mon sommeil, c'est-à-dire qui est beaucoup. Depuis mes 12 ans, mon père était rentré dans la chambre pour me dire que maman allait mourir. Et parce qu'il avait bu et que il fallait qu'il se décharge bien sûr de ça. Et depuis lors, mon sommeil était quand même très très compliqué. Je me réveillais beaucoup de fois. J'ai souvent aussi des problèmes d'intestin et au niveau fonctionnel en tout cas. Et tout ça est beaucoup mieux. Je dors plus paisiblement. Je peux passer même des nuits entières maintenant, ce que je ne pouvais jamais faire. Et mon intolérance au gluten que je soigne en nutrition me semble beaucoup moins importante. Même si j'avais toujours senti qu'il y avait un lien entre cette intolérance au gluten, enfin soupçonnée pour moi, avec une relation avec ma mère, je ne pouvais pas l'expliquer, je ne savais pas ce que c'était. Et là, en tout cas, je trouve que je supporte beaucoup mieux le pain ou les pâtes. Je commence à en manger ou à en remanger, puisque je n'en mangeais plus depuis des années. Ce que ça représentait pour moi, sa mort, c'était vraiment un trou dans mon cœur. J'ai un trou dans mon cœur et je ne pourrais jamais le combler. Et là, le trou, j'ai l'impression de ne plus l'avoir, d'avoir du recul par rapport aux choses. Je pleure beaucoup moins, je n'ai plus besoin de pleurer. Et quand je vois certains événements à la TV, je trouve que je suis quand même plus hypersensible. En tout cas, je reste sensible, ce qui est normal, mais pas hypersensible. Et ça m'a déchargée, je me sens plus légère, plus joyeuse. Beaucoup de choses, en tout cas dans mon comportement. Pas depuis cette séance-là, c'est vraiment fini. Enfin, j'ai plus du tout de peur, plus du tout de crainte. Je ne rêve plus jamais de lui, je ne pense plus jamais à lui, ni en bien ni en mal. C'est vraiment quelque chose de, révolu, terminé. Suite à tout ça, moi je peux partir tranquille, je sais qu'on est bien. Oui. Et que l'enfer est sur la terre. Oui. Et ce qu'elle m'a beaucoup dit, et c'est pour ça que je suis toujours là, c'est qu'il ne fallait pas que je fasse ce que je pensais pour aller la rejoindre, parce que de toute façon, je ne la rejoindrais pas. Donc, qu'il fallait que je reste ici, que j'avais encore du travail pour son petit frère, et elle m'aide, elle est près de moi. Parce que je dis sans tout ça, je ne serai plus là. Parce que je n'ai pas peur de m'en aller, je sais bien qu'on est bien. Mais parfois, on a aussi des choses à faire, et on doit aussi penser aux enfants qui restent. Je pense que si je n'avais pas eu la petite, je serais partie. Et mon fils aurait été malheureux puisqu'il aurait dit que sa sœur avait plus d'importance que moi puisque j'avais été la retrouver et qu'il serait sûrement mal tourné. Je pense que sans ça, je ne serais plus là. Je n'aurais plus la force. C'est tellement difficile. Ça m'a apporté de la force. Ça m'a apporté du courage, que j'étais vraiment dans un deuil très très difficile. Ça m'a permis de croire en l'avenir aussi, de continuer à avancer. Donc voilà, comme j'ai dit, dans les deuils récents, évidemment, la douleur peut s'estomper, c'est plus un puissant fond, mais évidemment ça reste et le manque reste. Et donc, les personnes, ce qu'elles disent, c'est que parfois elles ont pensé bien sûr aux défunts, elles en ont rêvé, et que ça suscite beaucoup de tristesse, de détresse. Et dans cette séance-là, eh bien, ça fait tout l'inverse, quoi. Au contraire, là, de voir le défunt, ça apaise. Alors, je vais vous montrer 2 petits extraits, un peu plus longs que ceux que vous avez vus. Donc, une dame, je pense qu'on a fait la séance il y a 17-18 ans. Donc, vous voyez, c'est il y a très longtemps. Donc, elle va témoigner un petit peu de son expérience. Et puis, on va voir une autre séance et je dirai quelques mots avant. Donc, 32 ans de deuil. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc je voulais parler avec vous de l'expérience que nous avons eue par rapport à la rencontre que nous avons fait avec votre fille. Donc c'était il y a très longtemps, il y a une quinzaine d'années de ça. Oui. Et donc vous avez perdu un enfant. Et comme ça fait déjà 2-3 ans. En quelques mots. Mais donc j'ai perdu un enfant parce qu'elle avait l'hydrocéphale. Elle avait 14 mois et demi quand elle est décédée. Et en fait, ce qui m'a fait souffrir, on a tout fait pour la sauver, bien entendu, ça n'a pas marché, mais ce qui m'a fait souffrir et ce qui me faisait souffrir après sa mort, c'était sa souffrance. Oui. Parce que finalement, la mort, c'est ce que la vie pouvait lui apporter de mieux, oui. Son état. On ne peut pas imaginer un gosse qui souffre tout le temps. Et donc cette séance a modifié
cette souffrance que vous aviez de sa propre souffrance à elle. Oui, oui. Vous pouvez un peu expliquer ce que vous avez vécu pendant cette séance de rencontre avec elle, ce que vous avez perçu, senti, ce qui s'est passé. Dans la dernière séance? Oui. Oui, mais donc, tout d'abord, toutes les séances que j'avais eues avant ont permis de me guérir au fur et à mesure, parce que ça, je m'en rendais compte, que je changeais par rapport à ce que je faisais ou ce que je voyais. J'interprétais toujours ce que je voyais d'après ma souffrance. Et donc, cette séance-là, c'était la dernière que j'ai eue. Donc, c'était par le biais de l'arc-en-ciel, les couleurs de l'arc-en-ciel, toujours un peu plus fort dans cette séance pour moi. Donc, on m'a mené jusqu'au... Comment vais-je dire c'était... Toutes les couleurs représentaient quelque chose jusqu'à la dernière, où vraiment je pouvais rencontrer ma fille. C'est un autre protocole que j'utilise parfois. Et ma fille m'a rencontrée par le sentiment dans la poitrine. Oui. Dans la poitrine, c'était chaud, ça me guérissait de la douleur que j'avais toujours dans la poitrine. Oui. Donc elle était là, comme si elle allait me parler. Elle était présente, elle était présente. Et donc pour moi, ce fut la lumière, un cadeau fantastique, et la chaleur de cette rencontre. Et quand je suis partie d'ici, elle avait été là, et pendant des semaines, je l'ai ressenti comme ça. En fait, c'était ça. Mais donc c'était toutes les séances avant qui m'ont permis d'arriver là. Oui. D'arriver là. Ça, je me rendais compte. Je me rendais compte. Et donc, c'était extraordinaire parce qu'en fait, ce deuil a duré 32 ans. Hein. Oui. 32 ans de descente aux enfers. Et ça, je me rendais compte. Que je ne pouvais plus être normale par rapport à certaines choses. Donc, jusqu'au jour où j'ai rencontré Madame Josse, et elle était là comme cette descente s'est arrêtée. Enfin, c'était ça. C'est arrêté. Quelqu'un, enfin, allait arrêter cette descente dans les abysses. Enfin, oui, c'était vraiment ça. Vraiment. Vraiment. Et là, ça a été du jour au lendemain. Oui. Très différent. Quand vous êtes rentré chez vous après cette séance, après cette dernière séance, vous avez enlevé, vous aviez un petit hôtel à la maison avec des objets qui avaient appartenu à votre fille, vous avez tout débarrassé. Mais oui, parce que donc, elle avait été là, et oui, je me raccrochais à ces objets parce que c'était la façon de la voir quelque part. Et donc ici, c'était plus nécessaire. C'était plus nécessaire. Oui. Quand je pense à ma fille, je ressens ça comme une joie en moi. Comme une joie parce qu'elle est là et... Oui. Quand je vous ai proposé d'aller rencontrer votre fille, c'est quand même un petit peu particulier. Oui. Comment vous avez réagi? Quelles étaient vos croyances par rapport à ça? Mais mes croyances... Je n'ai jamais imaginé ma fille ailleurs. Je ne la ressentais pas ailleurs avant. Pour moi, elle était perdue quelque part. Et c'est ça qui me faisait souffrir aussi. Oui, c'est l'absence en fait qu'il y avait. C'était l'absence, ne pas pouvoir... l'absence de moi, je ne pouvais pas la détacher de moi. Et donc après ça, c'était vraiment... Vous la retrouviez quelque part? Oui, je l'ai retrouvée, elle est là. Elle est là. Elle est là. Et quand je vais au cimetière, elle est dans la tombe. Mais je me dis que c'est la preuve qu'elle était là, mais c'est comme si elle avait toujours 20 ans dans mon esprit maintenant. C'est comme si elle était dans pleine lumière. Et elle est là. Elle est là. Elle est avec moi. Je ne lui parle pas nécessairement tous les jours, mais elle est là. Quand j'y pense, c'est un bonheur. Comment vous avez l'impression que la communication s'est passée avec votre fille? Parce que certaines personnes disent que c'est verbal, d'autres personnes la sentent. Non, j'ai senti sa présence. Ouais. Extraordinaire. Enfin. Alors qu'avant elle était perdue, oui. Elle était retrouvée. J'étais perdue parce que j'étais malheureuse, j'étais blessée, j'étais moi-même en friche, quoi. Et donc j'étais pas capable de faire ce raisonnement seule. Seule l'hypnose m'a sortie de là. C'est vraiment incroyable. Quand j'y pense, c'est toujours avec bonheur, avec lumière. C'est quelque chose de très doux. Votre vie a changé après ça? Oh oui, hein. Ma vie a vraiment changé pour tout, pour voir les choses différemment, tout. Même pour autre chose dans d'autres domaines. J'ai l'impression que ça m'a ouvert l'esprit de façon incroyable. Ça donne pas des pouvoirs, mais des choses
que les autres n'ont pas, je vais dire. Et votre mari d'ailleurs m'avait téléphoné quelques semaines après pour me remercier, pour dire qu'il avait retrouvé sa femme qu'il avait perdue 32 ans auparavant. On va l'interviewer aussi d'ailleurs pour lui demander son avis. Lui aussi m'a dit, c'est vraiment... Il disait, moi je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas y croire, parce que, enfin pas y croire, c'est pas le mot qui convient, mais je ne connais pas la chose, mais je peux constater comment tu es. Et bien souvent quand il racontait, ou bien quand il en parlait, c'était ça pour lui. C'était ça. Donc c'était ça qui est... Oui, je crois qu'on irradie un petit peu ça. Chaque fois que je sortais d'une séance ici, même au début, il y avait un certain amour qui sortait de moi. Quelque chose de positif, alors que j'étais dans le négatif sans arrêt. Sans arrêt. C'est vraiment... et c'est tellement extraordinaire quand j'essaie d'expliquer parfois. Quand je suis sortie à des amis, quoi. Je ne sais pas expliquer tellement c'est extraordinaire. C'est trop, je n'ai pas les mots. Je sais pas, il faut le vivre pour... être une thérapeute comme vous, extraordinaire, Madame Josse. Et est-ce que vous avez l'impression que c'était un rêve, que c'était une hallucination, que vous avez vécu quelque chose de réel? J'ai vécu quelque chose de réel, hein. Parce que c'était physique aussi, hein. Oui. C'était mental. Enfin, mon esprit, comme si mon esprit s'est décuplé, mais c'était mental sur moi-même. Hein. La dernière séance, c'était ça. Hein. Je suis venue ici toujours avec ce problème de plexus solaire, j'avais mal quand on parlait de ça. Puis c'était comme quelque chose comme un baume. Et puis sa présence. Et vous m'avez dit oui, elle est là. Je dis oui. Oui, je savais que c'était elle. Mais on souffre tellement qu'on masque ces perceptions, je crois. La souffrance aveugle. Oui, tout à fait. Aveugle. Donc moi, tout ça s'est passé. Surtout, oui, cette dernière séance, c'était l'apothéose, disons. L'apothéose, c'est vraiment ça. Crescendo d'après les couleurs et puis explosion. Explosion. Mais ce n'était pas un rêve du tout. Hein. Ça, parce que physiquement, pour moi, ça m'a porté aussi. Puisque c'était épouvantable aussi, ça, physiquement. Et voilà. Bonjour. Bonjour. Voilà, je voulais avoir votre témoignage puisque quelques semaines après que votre femme avait fait cette séance, vous m'avez téléphoné pour me remercier pour vous avoir rendu votre épouse que ce deuil vous avait volé depuis 32 ans. Et moi, je voulais que vous me disiez ce que vous avez vous constaté par rapport à cette séance et par rapport à ce travail qui a été fait. D'accord. Comme témoin, je dirais. Au départ, quand on lui a proposé ces séances auprès de chez vous, je ne vais pas dire que je n'y croyais pas, mais j'étais fort sceptique quand même. Bien sûr, oui. Mais enfin, Ce qui veut dire la même chose. Et après quelques séances, j'ai dû constater et admettre que la thérapie que vous aviez envisagée avec elle était tout à fait valable, même plus que valable, était réparatrice, je vais dire, de tout le traumatisme qu'elle avait pu avoir précédemment. Et à ce moment-là, au moment donc, où on nous a annoncé la naissance de Donc je vais peut-être montrer maintenant le deuxième témoignage, donc d'un papa qui a perdu 2 enfants qui ont été tués par la maman. Dites-moi un peu, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ces séances qu'on a faites? Mais c'est tout à fait extraordinaire parce que j'ai vu par 2 fois, j'ai vu les enfants. Donc la première fois, ils sont venus m'offrir un arbre que nous avons planté ensemble. Et surtout, ce jour-là, ils m'ont regardé tous les deux et ils m'ont dit « Papa, on t'aime ». Donc même encore maintenant, en le racontant, ça m'émeut quand même. Oui. C'est assez extraordinaire. Et la deuxième fois, on était dans la même clairière et ils sont venus près de moi, ils m'ont pris par la main et moi je les ai serrés dans mes bras. Et franchement, on m'aurait dit un jour que j'aurais vu ça ou j'aurais réagi comme ça, je ne l'aurais jamais cru. Et depuis, franchement, je me sens beaucoup mieux. Je me sens beaucoup plus libre par rapport au décès des enfants. Je le vis franchement mieux et je suis super heureux de savoir déjà ça, même si on le sait, de savoir que les enfants m'aiment, ça c'est extraordinaire, je suis vraiment apaisé. Et vous voyez aussi qu'ils vont bien en fait aussi. Hein. Je vois qu'ils sont bien, qu'ils continuent à vivre leur vie et qu'ils sont heureux. Oui. Et qu'ils sont heureux, le tout c'est
voudrait, de toute façon, ça aurait été de toute façon, il n'aurait pas voulu me voir malheureux. Donc, ça, vous l'avez aussi senti dans cette séance, oui. qu'ils n'ont pas envie que vous soyez malheureux? Pas vraiment, mais je le savais déjà d'avant. Oui. Ça, je le savais déjà d'avant, mais je ne l'ai pas senti, mais j'ai senti leur joie dans la thérapie ici, j'ai senti vraiment leur joie. Ça fait vraiment drôle de les revoir comme ça, si gais, si heureux, si souriants. Ben, ils étaient vraiment comme quand je les avais. Oui. Donc franchement, c'est extraordinaire. Après, cette séance-là, vous m'avez dit que c'est assez merveilleux tout ce que le subconscient peut faire. Est-ce que vous avez l'impression que c'est le subconscient? Est-ce que vous avez l'impression que c'est une expérience réelle, que c'est un peu comme un rêve, que c'est vous qui avez été chercher dans vos ressources, dans votre inconscient? C'est quoi votre sentiment et votre impression? Honnêtement, je ne sais pas. Je dirais que c'est un peu un mélange de tout. Mais on m'aurait dit avant que j'allais vivre ça, je ne l'aurais pas cru parce que c'était... Pour moi, c'était trop dans l'irréel. Et voilà, je vais pas dire que j'y croyais pas, mais j'ai du mal à adhérer à ces... Oui, je comprends. À ces choses-là. Pourtant... Maintenant, vous l'avez vécu, c'est une expérience. Je l'ai vécu, c'est une expérience. Et c'est plus fort qu'un rêve. Oui, c'est beaucoup plus fort qu'un rêve. Ah, oui. Donc, même si c'est notre subconscient, on ne sait pas très bien expliquer, peut-être, c'est vrai. Mais en même temps, quand on pense ou quand on est dans l'imaginaire, c'est souvent pas aussi fort quand même. Hein. Non. Pas aussi réel en plus. Non, parce que je vois encore quand... Je ne pleure jamais quand je rêve. Par contre, ici, quand j'ai vu les enfants et quand ils m'ont dit « Papa, on t'aime », là, j'ai pleuré comme un gamin parce que c'est... Ouais. C'est vraiment extraordinaire. Et je les ai vus comme vous êtes là, vraiment à une distance très courte. Et c'est... Ah, ça. Et vous avez senti le contact physique quand ils vous ont pris la main et tout ça? Ça fait drôle, mais j'avais la main qui bougeait. Donc vraiment, on s'y croirait. C'est vraiment... Oui, non, c'est vraiment... drôle comme expérience, mais franchement, c'est... Je me remémore souvent ces deux périodes-là et ça m'aide à avancer maintenant, même s'il n'y a pas encore très longtemps, ça m'aide beaucoup et je me sens beaucoup mieux. Donc ça fait quand même pas une semaine qu'on a fait cette... La deuxième, non. Ça fait une semaine. Ouais. Mais je ne sais pas, je me sens plus libre, on dirait qu'il y a un poids qui est parti de moi. Et au bureau, j'ai plus envie de pleurer comme je pleurais avant. Il n'y a plus maintenant que le manque qui est là, donc ça, on verra avec le temps. Mais tout le reste, je dirais que tout le reste est parti. Je parviens même maintenant à comprendre son geste, pas l'excuser ni lui pardonner. Oui, le geste de Laurence. Le geste de Laurence, je parviens à comprendre. Maintenant qu'on m'aurait dit il y a 2 mois, tu comprendras son geste, j'aurais dit non, jamais je comprendrai son geste. Maintenant, je le comprends. Et donc je dirais que, je n'ai pas dit que je n'y en veux plus, mais... c'est différent. C'est différent, je vois ça tout à fait différemment. Je n'ai plus la colère que j'avais avant. Pour les psys qui sont en formation chez moi et qui vont peut-être un jour entendre cette interview, qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Parce que vous avez vu plusieurs psys avant moi, et effectivement quand j'enseigne comment moi je travaille, les psys ils sont intéressés mais ils ont un peu peur de se lancer. Parce que c'est, comme vous dites, c'est un peu irréel, les gens n'y croient pas, etc. Qu'est-ce que vous auriez envie de donner comme message? Autant que c'est irréel, mais on est vraiment, surtout après, retourné après des séances comme ça. Hier, la séance de Mireille, elle est revenue, elle était vraiment chocolat bleu pâle. Quand on est rentré, elle était mal, elle avait mal à la tête. Elle n'a plus rien su faire hier soir, tellement elle était retournée d'avoir vu les enfants et d'avoir vu sa maman, elle, en plus. Oui. Oui, alors qu'on n'avait pas demandé à sa maman de venir, mais qu'elle était là, oui. Alors, ce que je dirais aux jeunes, moi j'ai rencontré plusieurs psychologues et un psychiatre. Les premiers rendez-vous, ça se passe toujours bien, j'expliquais mon mal-être, et puis après 3-4 séances, chaque fois on retombait dans le même système, ils m'écoutaient, ils m'expliquaient certaines choses, mais je n'avançais pas. Je ne dis pas qu'ils ont fait du mauvais boulot, mais
Oui, ce qui vous proposait ne permettait pas d'avancer. Aucun. Ça n'a permis d'avancer. J'ai abandonné parce que ça ne me faisait plus rien du tout. C'était chaque fois raconter la même chose et je n'avançais pas. Alors, c'est vrai que la thérapie ici est beaucoup plus, je ne vais pas dire drôle, et fort différente évidemment, mais autrement marquante et autrement plus bénéfique. Parce qu'ici, j'ai eu combien, 4 rendez-vous, 5 rendez-vous. Je ne vais pas dire que je suis guéri, mais ça va beaucoup mieux en 5 rendez-vous que des psychologues et psychiatres. J'ai fait combien de rendez-vous? Une trentaine sûrement. Et rien, c'était tout le temps la même chose. Je ne parvenais pas à expliquer. On peut dire que les circonstances sont évidemment très, très pénibles, mais voilà, je pense qu'ils sont là pour ça. Mais est-ce qu'ils n'y arrivaient pas? Est-ce que le choc était trop fort pour moi? Mais voilà, franchement, je conseillerais une thérapie comme ceci parce que... Et Mireille, vous dites qu'elle est sous le choc. Mais c'est un choc négatif ou non. C'est un choc positif? C'est un choc positif. C'est-à-dire qu'effectivement, elle était tout à fait retournée. Elle était tout à fait retournée, encore aujourd'hui est en congé, encore aujourd'hui, ce matin, elle avait encore du mal, mais elle allait beaucoup mieux. Et puis, je suis sûr, tantôt on va en reparler, le fait d'avoir vu les enfants, eux aussi l'ont pris par la main pour la conduire vers sa maman, d'avoir vu sa maman, d'avoir vu les enfants qui étaient heureux aussi, elle n'en revient pas non plus, elle est heureuse comme toutes, les avoir vus dans cet état-là, dans cet esprit-là de gaieté, de bonne humeur. Donc franchement, oui, c'est bénéfique. Oui. Alors, je pense que Jean-Jacques a déjà pas mal parlé de ça. Est-ce que c'est une véritable communication? Est-ce qu'on va recruter des images qu'on a à l'intérieur? Écoutez, moi, évidemment, après 20 ans d'expérience, j'ai ma petite conviction. Vous avez compris de quel côté elle penche. Et donc, voilà, je ne vais pas reprendre tous les exemples que Jean-Jacques a donnés, mais effectivement, parfois les défunts viennent donner des informations que l'endeuillé ne peut absolument pas connaître. Et puis, il faut aussi entendre ce que les gens disent. Pour les gens, c'est très différent de penser au défunt, très différent d'un rêve. Alors, qu'est-ce que c'est réellement ? Alors moi je dirais que le scepticisme est sain, mais ça ne doit certainement pas nous priver de thérapie efficace. Alors je prends toujours cet exemple de l'aspirine. L'aspirine, on connaît les effets de l'aspirine depuis l'Antiquité. 400 ans avant Jésus-Christ, les Grecs utilisaient déjà des décoctions de saule blanc pour soigner les maux de tête et les fièvres. Donc dans le saule blanc, il y a un produit qui ressemble très 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 fort à l'acide salicylique. Et donc, en 1753, il y a un révérend anglais, Edward Stone, si je me rappelle bien, qui a déclaré que si le saule pouvait soigner les fièvres, c'est parce qu'en fait, il poussait les pieds dans l'eau. Et que du coup, il pouvait soigner tout ce qui avait à voir avec l'humidité et le froid, donc les fièvres. Bien sûr, on sait depuis 1983, avec le prix Nobel, qu'il ne s'agit absolument pas du fait qu'un arbre pousse les pieds dans l'eau, que le mécanisme est très différent de celui-là. Mais en tout cas, même si on n'a pas connu les modes d'action de l'Antiquité jusqu'à 1982 ou 83, je ne sais plus exactement la date, ça n'a jamais empêché l'aspirine d'être efficace. Eh bien, moi, je vous dirais que c'est pareil pour cette thérapie. Je ne sais pas exactement ce que c'est, même si j'ai ma conviction personnelle, mais en tout cas, c'est une thérapie efficace, et donc ça, je pense que c'est indéniable. Et donc voilà, est-ce que c'est une hallucination? Est-ce que c'est des rêves, représentations internes? Est-ce que c'est la pensée créative? Je ne sais pas, peut-être que tout simplement, il n'y a pas mort d'homme. Alors, comme on va essayer de donner du temps à Pim, puisque évidemment avec la traduction ça prend plus de temps,
peut-être prendre une question, mais on va un petit peu raboter comme on peut ici. Allô? Voilà. J'ai une question. Comment est-ce que vous intégrez les actes psychomagiques d'Alexandre Jodorowsky, par exemple? Je ne connais pas bien Jodorowsky, sauf sur les contes et la sagesse des contes et la sagesse des blagues, donc je ne sais pas vraiment comment il travaille, donc je ne peux pas vous répondre. Mais par exemple, le fait d'utiliser un ballon avec un nom pour faire monter l'âme, ou en tout cas pour faire cette métaphore de l'âme qui monte et qui, moi j'en ai eu l'expérience, aide les gens à faire leur deuil, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que toutes les méthodes efficaces, c'est bien pour moi. Hein. D'accord. Comme je disais à quelqu'un ce midi, il n'y a rien de plus dangereux qu'une idée quand on n'en a qu'une. Hein, donc, moi, je vous explique comment je travaille, mais je pense qu'il y a aussi d'autres moyens de travailler. Alors, on a parlé de liste tout à l'heure. Je vois mon collègue qui est là pour me le rappeler. Donc, moi, j'ai déménagé, j'habite maintenant en Normandie. Donc, pour le moment, moi, je ne prends pas de patients. J'ai créé une liste sur mon site Résilience Psy. Hein, vous avez une liste de praticiens qui ont été formés par moi à cette pratique-là de communication avec les défunts. Donc, vous pouvez toujours aller voir cette liste-là.